Est-ce que Windows est sécurisé? C'est ce qu'a essayé de comprendre Cache Investigation dans son dernier épisode sur les marchés publics. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui du contrat cadre entre Microsoft et l'État français. Il y a pas mal de choses qui ont été dites et ça va pas trop en fait. Et je vous propose qu'on revienne dessus pendant tout cet épisode. Je vous encourage grandement à regarder l'épisode de Cache Investigation sur ce sujet des marchés publics, c'est très intéressant. Vu que je suis un gros fragile comme on dit dans le game, je vais pas mettre de vidéo du reportage en lui-même parce que j'ai pas envie de me faire striker ma vidéo, donc merci Google, merci la censure privée, c'est cool. Mais du coup, on va essayer de faire une petite reconstitution avec des potes à moi. Dans cet épisode, on va revenir sur tous les points qui me paraissent bancals dans Cache Investigation sur ce sujet-là. Et on va aussi revenir sur l'attaque et voir un peu pourquoi ça me semble vraiment pas réaliste ce qu'ils ont fait. Mais attendez bien jusqu'à la fin, ça va être à la fin du coup. Alors d'abord, qu'est-ce qu'il va nous raconter ce reportage? Bon, déjà que l'État a payé une sorte de contrat cadre avec Microsoft Irlande, là-dessus j'ai pas grand chose à dire. Je trouve ça surtout assez drôle l'ironie de la chose, comme quoi l'État va payer une entreprise qui défiscalise massivement son argent en dehors de France, voire même en dehors de l'Europe. C'est plutôt drôle. En revanche, j'ai beaucoup plus de mal avec la deuxième partie du reportage qui explique que l'État français a du coup acheté un logiciel, un système d'exploitation qui est bourré de failles, qui est mal conçu et qui du coup menace la sécurité de la nation. En gros, c'est juste qu'ils ont acheté Windows. Ça paraît un peu bizarre comme ça, mais c'est globalement ce qu'ils essaient de raconter. Avant de commencer à revoir un peu tous les points du reportage, je pense que c'est important d'expliquer qu'est-ce que c'est la sécurité. Déjà, retenez bien cette phrase, on ne fait pas de la sécurité pour faire de la sécurité, on fait de la sécurité pour couvrir un risque, pour le réduire. S'il n'y a pas de risque, ça sert à rien de faire de la sécurité. Tout au long de ma démonstration, je vais essayer d'illustrer ça avec un exemple qui va être, j'espère, parlant pour vous en tout cas. Imaginez que vous êtes sur une île déserte. Là, vous vous êtes mis bien, genre il y a une piscine, il y a tout ce que vous voulez à manger, tout ce que vous voulez pour boire, il n'y a aucun problème, il n'y a pas un habitant à 1000 km à la ronde, tout est bien. Est-ce que vous avez besoin d'avoir un coffre-fort pour stocker l'argent que vous avez sur vous, c'est-à-dire 100 billets de 10 €? À travers cet exemple, on va voir comment on calcule le risque pour ainsi déterminer les mesures de sécurité qu'on pourrait apporter pour réduire ce risque. Bon, avant que les haïsseurs ne haïssent, parce que je vois à peu près le truc venir, ça sera pas complètement exhaustif, ça sera pas une vraie analyse de risque, c'est vachement plus compliqué, une vraie analyse de risque, ça prend énormément de temps. D'ailleurs, l'État en a fait une qui est complète, on va dire, qui s'appelle EBIOS, qui est un énorme pavé, qui est vachement bien parce que ça permet de vraiment définir très clairement son analyse de risque. Et là, on va voir un peu comment ça se passe. Comment on fait globalement pour réaliser une analyse de risque? C'est assez simple, ça va se passer en 4 étapes. Déjà, on va analyser nos actifs. Les actifs, ça va être vos équipements que vous possédez, donc ça va être vos bureaux, vos PC, ça va être l'information que vous maîtrisez, ça va être votre personnel si c'est dans une entreprise, etc. En analysant ces actifs, vous allez pouvoir les classer en fonction de leur ordre de criticité, de leur importance en gros dans votre entreprise. Par exemple, le stock d'agrafeuses, on s'en fout. Vos serveurs qui contiennent toutes vos données confidentielles, c'est plus important, c'est plus intéressant quand même à protéger. Pour l'exemple de l'île déserte, nos 1000 balles là, c'est pas un actif qui est essentiel, qui est pas un actif qui est super important. On s'en fout, on vit en autarcie, on n'a pas besoin d'argent. On vit très bien sans ces 1000 €, on s'en fout. Deuxième partie, on va essayer d'analyser les menaces. Qui est-ce qui peut vouloir attenter à nos actifs, pouvoir nous les voler, pouvoir nous les corrompre ou les détruire? Est-ce que ça va être un pays étranger qui veut nous voler? Est-ce que ça va être un tsunami, par exemple une catastrophe naturelle, qui veut détruire nos infrastructures? Est-ce que ça va être ce connard de Jean-Michel à la compta qui veut nous voler nos informations parce que on lui a piqué le flambi à la cantine? Ça peut être plein de choses. Donc là, dans notre exemple, qu'est-ce que c'est les menaces? À part un tsunami qui va ravager l'île, au passage détruire nos 1000 € et accessoirement notre vie aussi, il n'y a pas vraiment de menace qui soit vraiment crédible, je pense. On va rajouter du coup Jaco le pirate qui va essayer de nous voler pour l'exemple parce que ça fait une menace en plus. Et il va essayer de nous voler notre coffre où il y a du coup dedans les 1000 € s'il tombe dessus par hasard. Ensuite, on va définir des scénarios de menace. Comment est-ce que l'attaque va se produire? Là, on a deux scénarios. Un tsunami qui va ravager l'île et nous buter au passage, et Jaco qui va essayer de nous voler. Ensuite, ces différents scénarios de menace, on va les pondérer avec deux variables. La première, ça va être l'impact. L'impact, ça va être une impact par exemple en termes d'image, en termes financiers, en termes juridiques. Vraiment, quelle est la gravité de la situation si le scénario se produit? Ensuite, on va voir la probabilité que ce scénario arrive. Est-ce que ça arrive tous les jours ou est-ce que ça peut arriver tous les 10 ans?
C'est une question à se poser et il faut savoir à peu près répondre à cette question. Ça nous fait du coup une matrice de risque avec en abscisse la probabilité que le scénario arrive et en ordonnée l'impact que cela va avoir sur l'entreprise. Et donc là du coup on va pouvoir décider des actions à effectuer face à ces risques. On a deux choix possibles. Soit on va dire ok, j'assume le risque, il n'y a pas de souci, soit il arrive très peu de fois, soit alors l'impact est complètement négligeable, donc je m'en fous, j'assume le risque, c'est pas un problème. Ou alors on peut décider de prendre des mesures pour réduire ce risque. Et c'est à ce moment-là qu'on fait de la sécurité. C'est une fois qu'on a décidé qu'on allait prendre des mesures pour réduire le risque. Pas avant, pas pour se dire tiens on va intégrer les notions de sécurité davantage pour faire de la sécurité. Ça n'existe pas, ça ne marche pas. Donc qu'est-ce que ça va donner dans notre exemple? Le tsunami, on va dire que c'est quand même quelque chose qui est assez probable. On est sur une île, donc du coup on est dans une zone potentiellement à tsunami. L'impact est extrêmement important, c'est quand même le plus critique, c'est la mort. Donc globalement c'est le maximum, je pense. Et pour Jaco le casse-couille là qui veut essayer de nous voler nos 1000 balles, bah de base, il y a peu de chance. Déjà, j'ai dit qu'il y avait moins personne à 1000 km à la ronde. On s'en fout un peu. Mais pour le coup, on va dire qu'on est dans un haut lieu de la filibusterie, qu'il y a vraiment plein de gens qui passent, de pirates, etc. Donc la probabilité est assez élevée qu'un pirate tombe sur notre île. Et l'impact, bah on s'en fout. L'impact est vraiment le plus faible possible. Avec nos 1000 balles, on s'en fout complètement si on les paume ou si on les a toujours. C'est complètement indépendant. L'argent, on s'en fiche. On vit complètement en autarcie. Donc l'argent n'est plus court, on s'en fiche complètement. Bon, au final, vous choisissez quoi comme mesure? Moi, personnellement, je vais investir tout mon budget en sécurité pour le tsunami. Parce que c'est vraiment, t'as un danger de mort. Donc c'est à peu près le truc qui me paraît le plus plausible et le plus dangereux. En revanche, Jaco, je m'en bats la race quoi, il fait ce qu'il veut, il peut me prendre des 1000 balles, je m'en fous. Maintenant, ça va être la question à 82 millions d'euros. Quel est le risque pour le gouvernement français d'utiliser le système d'exploitation de Microsoft? Et c'est ça que je reproche à Cache Investigation, c'est de ne parler que de la sécurité de Windows supposée, et pas du tout de parler de risque et surtout de gestion de risque quand on a des décisions à prendre comme ça. Ah si, on a 3 secondes à peu près sur le vice-amiral Coustière là qui essaye de parler, de caser des risques à peu près à un moment. En fait, si vous voulez, c'est une balance des risques par rapport à un coût. Avant de continuer, on va voir un peu l'alternative qu'il aurait pu avoir, c'est-à-dire Linux. Je parle d'alternatives crédibles là, genre qu'elle est pas Mac, c'est une alternative crédible. Là on parle de grandes entreprises, à très grande taille, on parle de l'État, du ministère de la Défense. Donc les Mac, c'est non, c'est beaucoup trop cher et c'est pas open source non plus, donc ça a absolument aucun rapport. Me parlez pas de Mac s'il vous plaît. Alors pour commencer, je suis vraiment pas fan de Linux sur les postes de travail d'entreprise. Attendez là, les libristes, avant de mettre un pouce rouge, là c'est bon, je vais expliquer un truc. Il y a d'excellentes choses dans le monde Linux, notamment sur la partie serveur, sur la partie développement, c'est vraiment super cool comme environnement. En revanche, pour tout ce qui est question de gestion de parc informatique, de gestion des mises à jour, Windows, ça reste vachement pratique. Et c'est là-dessus que je vais juger la sécurité d'un système d'exploitation personnellement. C'est est-ce que ça va être facile de le mettre à jour, d'appliquer les pages de sécurité. Et avec Windows par exemple, c'est super facile de mettre à jour l'intégralité des postes d'une entreprise, notamment avec des fonctionnalités comme WSUS qui permettent de propager directement toutes les mises à jour sur tous les postes de travail. Je sais, vous allez me dire, sous Linux, c'est super facile de mettre à jour aussi. Pour un particulier, c'est super facile de faire des mises à jour. Il suffit de faire une commande à apt-get et il n'y a pas de souci. En revanche, avant de mettre à jour en entreprise, on le fait pas comme ça. Il faut faire des tests, il faut voir si tous les logiciels de production vont fonctionner avec ces pages de sécurité, s'il n'y a pas y avoir des conflits. C'est ultra compliqué, ça prend du temps. Ça peut prendre de 1 mois jusqu'à même 3 mois des fois pour un seul page de sécurité parce que ça ne fonctionne pas. Pour pouvoir faire ça, pour avoir un parc informatique qui est cohérent, qui est global dans le monde Linux, c'est le bordel. C'est vraiment galère et Windows là-dessus est nettement supérieur. D'après mon expérience de consultant qui vaut ce qu'elle vaut, j'ai vu nettement plus en 4 ans de parc Windows qui était mis à jour au minimum 1 mois après la sortie du patch que de parc Linux qui était à jour. En résumé, sur cette partie, le maintien en condition opérationnelle, le MCO comme on appelle ça dans le milieu, est nettement plus facile dans le monde Windows que dans le monde Linux. Pour les postes de travail, j'entends. Deuxième argument qu'on entend souvent en faveur de Linux, c'est que c'est libre, c'est open source, du coup il y a moins de failles de vulnérabilité. Pas vraiment. L'open source ça veut dire quoi?
Ça veut dire que le code est libre et qu'il est consultable par tout le monde. Ça veut dire que n'importe qui peut aller regarder le code source du système d'exploitation et regarder s'il n'y a pas de vulnérabilité à l'intérieur. Ok, ça paraît bien sur le papier, mais vous vous rappelez Dirtbleed ? C'est une vulnérabilité qui date de 2014 et qui impactait la bibliothèque OpenSSL. Eh bien, cette bibliothèque, elle était open source. Et vous savez de quand date le bug en général qui a causé la Firebleed ? Il datait de 2011. Le code qui a produit cette erreur a été codé en 2011. Ça fait quand même un bout de temps, non ? Même si le code est ouvert et consultable, etc., faut qu'il y ait des gens pour le consulter. Et c'est pas Joel Clodo qui va le consulter. Faut que ce soit des gens qui soient compétents dans le domaine et qui sachent lire du code, analyser du code, l'auditer. Et ça c'est compliqué à trouver comme ressource et ça prend énormément de temps. À titre de comparaison, OpenSSL fait 438 000 lignes de code. Quand on prend le noyau Linux, donc qui est vraiment le cœur, la version 3.18, elle fait plus de 19 millions de lignes de code. Et évidemment, plus il y a de lignes de code, plus c'est compliqué à auditer, plus c'est compliqué de relever des failles, et plus ça prend de temps aussi. Bon, pour l'État français, analyser du code quand c'est aussi critique, c'est pas une sinécure, ça reste coûteux, mais ça va. Donc passer par une solution open source, ça va pas du tout enlever les vulnérabilités. Ça va juste permettre de les découvrir plus facilement. Donc du coup, on a un système qui n'est pas garanti sans vulnérabilité, qui est assez compliqué au niveau maintien conditions opérationnelles. Et en plus, là, on n'a pas parlé du tout des vulnérabilités applicatives. Windows, ça fait tourner des applications. Si les applications sont vulnérables, c'est pas de sa faute. Bon, justement, on va en parler plus en détail des vulnérabilités. Et on va enfin attaquer la partie que vous voulez tout savoir, la partie sur l'attaque informatique qu'il y a eu dans Cache Investigation. L'attaque était effectuée par un étudiant de l'école ESIA, qui devait du coup montrer la fragilité de Windows et enfin le mettre à genoux en bonne et due forme. Antoine est à Paris, nous on est ici à Laval. Qu'est-ce qui va se passer ? Expliquez-nous. En fait, on a profité d'une faiblesse, d'une faille, pour s'introduire sur un ordinateur distant. En fait, Paul va passer maître de la machine, maître après Dieu. Maître après Dieu. Alors ça me rend très très curieuse. Montrez-moi, Paul. Voilà, donc là par exemple, j'en envoie un mail à Antoine, en utilisant l'adresse email elise.cacheinvestigation. Ah, donc vous vous faites passer pour moi, quoi. Voilà, exactement. Là, je lui dis salut Antoine, ça va ? Voilà un article qui pourrait t'intéresser pour ton enquête. Et donc en fait, je lui envoie un lien. Et c'est le lien qui est entre guillemets dangereux. Voilà, exactement. C'est le lien qui est dangereux, puisque quand il va cliquer, il va arriver sur une page, et on va à ce moment-là en fait exploiter une vulnérabilité d'Internet Explorer qui va nous permettre de prendre à distance le contrôle de son ordinateur. Internet Explorer de Microsoft. Ok, on va regarder ce qui se passe maintenant. Est-ce que Antoine a cliqué ? Regardons comment se passe l'attaque. Déjà, c'est pas une attaque en direct sur un PC qui arrive comme ça de nulle part. Faut qu'il y ait une interaction directe avec l'utilisateur. Faut qu'il ait cliqué sur un lien. Et ça, c'est aussi un problème du coup de sensibilisation. Pourquoi l'utilisateur a-t-il cliqué sur le lien sans vérifier que l'expéditeur était quelqu'un de confiance? C'est quoi ce militaire de merde qui est même pas sensibilisé, sans déconner? Pour moi, il n'y a pas que Microsoft qui est en cause dans cette attaque. Il y a aussi une part de responsabilité de l'utilisateur quand même. La vulnérabilité utilisée est la MS13055. Elle permet pas de passer administrateur sur l'ordinateur, mais juste simple utilisateur. C'est une première attaque. Il n'y a pas de souci, ça permet d'avoir une porte d'entrée sur le système. Après, on peut essayer d'avoir d'autres méthodes, mais au moins on y est entré sur le système. Mais c'est qu'une première attaque. Je vous mets un lien dans la description qui vous explique un peu comment fonctionne cette vulnérabilité. La vulnérabilité ne porte pas sur l'OS en tant que tel, il va porter sur Internet Explorer, qui, ok, il va passer par le même circuit de mise à jour, mais du coup il est un peu différent de l'OS quand même. C'est une faille applicative et non système. Qu'est-ce qu'on a au final? On a une attaque qui est assez commune, et qui en plus est initiée par un utilisateur. Cette attaque peut très bien être réalisée aussi bien sur des Linux ou sur des Mac du moment qu'ils soient pas à jour. Les vulnérabilités vont être différentes, mais le résultat va être le même. Alors ouais, il y a plus de vulnérabilités sur Windows, on peut dire ça. Mais c'est surtout parce qu'il y a plus de monde qui est sur Windows. Du coup, ceux qui cherchent des vulnérabilités vont chercher d'abord sur Windows. Parce que du coup, c'est nettement plus intéressant que ça soit pour vendre des failles, soit pour les exploiter et du coup créer des malwares qui vont impacter le plus de monde. Alors arrêtez de dire ouais, Windows, c'est nul. Déjà parce que c'est moche à dire, et ensuite c'est quand même super pratique pour quelques cas en entreprise. Et au final, on a une seule question qui reste en suspens. C'est quoi le risque? Le vrai risque qui est lié directement à l'OS, qui est lié directement à Windows, ça va être l'espionnage par le gouvernement américain. Pour le particulier, c'est pas probable. Pour une grosse entreprise qui est assez concurrentielle avec les États-Unis, le risque est peu probable, mais ça peut arriver.
Ensuite, on a le gouvernement français où là, le risque est quand même pas négligeable. Et bah du coup, on se protège comme on peut. On essaye de passer des accords qui sont forts entre Microsoft et l'État. On essaye de prendre en compte ce risque dans toutes les études. On sait qu'il y a ce risque potentiellement qui peut arriver. Donc, on en tient compte. Au final, c'est quoi l'alternative? Un OS souverain? Un OS 100% français? Ça sent la fausse bonne idée, ça. Tiens, ça me rappelle le moment où il y avait des gens qui voulaient faire un antivirus 100% français, là. C'était qui faisait ça? Bah, c'était pas Eric Filiol, du coup? Le mec qui était dans Cache Investigation, là, le prof à l'école à Laval. Donc là, monsieur Filiol, on a vu ce qu'on pouvait récupérer en s'immisçant dans une faille. Cette faille est résolue depuis, mais à ce jour, est-ce qu'il y a d'autres failles existantes? Et en gros, combien de temps sont-elles exploitables? Voilà, moi par exemple ma vision du système d'exploitation, c'est que c'est une passoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un seul trou. Les trous sont bouchés au fur et à mesure. Là par exemple la faille que nous venons d'exploiter avec Antoine a été corrigée. Mais d'autres failles ont été découvertes et sont régulièrement découvertes. Toujours chez Microsoft? Oui, toujours chez Microsoft. Par exemple en 2015, à ce jour nous en sommes à 135 failles. En résumé, non, le vice-amiral Coustillère n'est pas incompétent parce qu'il voulait mettre du Windows, monsieur Filiol. C'est une bêtise de ne penser qu'à l'outil en lui-même et pas penser ce qu'il y a autour, que ce soit par exemple le maintien en condition opérationnelle, la gestion du risque, la gestion du changement. Au final, c'est peut-être ça le problème de vouloir faire dans le sensationnel. On oublie les fondamentaux de la sécurité. Que ce soit faire baser sa réflexion sur le risque, avoir une sensibilisation des utilisateurs qui soit poussée, gérer davantage ces processus pour avoir une amélioration continue de la sécurité. Vous venez de regarder le point sécu, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est tout pour moi. Vous pouvez me retrouver sur Snapchat, sur Facebook, sur Twitter. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou alors à vous abonner, ça me fera très plaisir. Un grand merci à Kevin et Lucie qui m'ont beaucoup aidé pour faire cette reconstitution de Cache Investigation, c'était très marrant à faire. Sur ce, je vous fais des bisous, à la semaine prochaine.